Vous n'allez peut-être plus voir la nourriture de la même façon après avoir écouté notre invité ce samedi. Bonjour Olivia Recassens. Vous êtes directrice de la rédaction de Oui Demain. Oui Demain, c'est ce magazine, un média engagé qui est centré sur les transformations du monde, les solutions pour construire un avenir plus durable, plus solidaire. Et vous publiez dans ce magazine une enquête de Jean-Marie Ozat, qui est grand reporter. Il est d'ailleurs en ce moment à l'étranger pour un reportage. Une enquête sur le sucre que vous appelez le plus grand complot alimentaire du XXe siècle. Le sucre qui pourrait être et qui est potentiellement l'un des ingrédients les plus dangereux de notre époque. Alors avant de revenir sur ce terme de complot, d'expliquer pourquoi, quel a été l'élément déclencheur de cette enquête? C'est un voyage à Tahiti, c'est ça? Oui, un voyage de Jean-Marie à Tahiti, où il a constaté que 70% de la population était en surpoids, 40% obèse, ce qui n'était pas du tout les standards il y a encore 30 ans ou 40 ans. Et en fait, la population tahitienne est massivement passée d'une alimentation, j'allais dire, locale, produits frais, traditionnels, à une alimentation faite de produits transformés, bourrés de sucre. Et donc, la bascule s'est faite comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'il était allé il y a 30 ans à Tahiti. Il disait, voilà, j'étais toujours un peu impressionné par les carrures des Tahitiens. Et puis, 30 ans plus tard, je me suis rendu compte que ces gens étaient devenus quand même pour la plupart obèses. Alors, dans les années 70, le sucre s'est imposé comme l'ingrédient ultime. Produit, qu'il faut le dire, est très rentable pour les industriels. C'est bien là aussi. Extrêmement rentable. En fait, il faut savoir que le sucre, nous sommes tous programmés, conditionnés génétiquement, notre patrimoine génétique, donc il y a des millions d'années, les hominidés, pour aimer le sucre. Parce que le sucre, c'était au départ une source d'énergie mobilisable facilement. Donc il fallait que nous aimions le sucre. Donc ceux qui aimaient le sucre avaient un avantage évolutif. Donc nous avons été sélectionnés pour aimer le sucre. On donne à n'importe quel bébé un goût sucré, il le prend. Alors qu'il met beaucoup plus de temps à accepter un aliment nouveau. Et donc le sucre, cette addiction, en fait, elle a été utilisée par l'industrie agroalimentaire pour qu'il y en a mis partout, pour nous faire consommer plus de produits. Et pas seulement les produits sucrés. Du sucre, il y en a dans les pizzas, dans les sauces salades, dans les chips. Ils ont même calculé, quand je dis ils, les industriels de l'agroalimentaire, ont même calculé ce qu'ils appellent un point de félicité, où en fait, donc c'est mis en algorithme, où en fait on atteint justement le point d'addiction le plus extrême, juste avant l'écœurement. On dit par exemple les biscuits Oreo sont les plus addictifs biscuits qui existent aujourd'hui. Et ça provoque ce qu'ils appellent aussi l'effet Pringles, du nom des fameuses chips, qui en fait, dans le slogan pourrait être dès que vous avez ouvert le paquet, vous ne pouvez plus cesser d'en manger. Le sucre appelle le sucre, quoi. Finalement, c'est ça. C'est vrai que les chiffres sont assez effarants quand on voit qu'au début du XXe siècle, un ouvrier consommait l'équivalent d'un morceau de sucre par jour. On en consomme aujourd'hui à peu près 40 morceaux de sucre par jour, à notre insu, finalement. Mais vous parlez de complot. C'est vrai que le terme est très très fort. Alors, qui est à la tête de ce complot? C'est vraiment les industriels? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on aime faire chez Oui Demain, c'est pas seulement donner des faits, mais c'est aussi apporter une profondeur de champ, une perspective historique, donner le sens de tout cela. Comment c'est arrivé? Comment on en est arrivé à manger autant de sucre, comme vous dites, souvent à notre insu, puisqu'on en mange dans les produits qui sont salés, on va dire. Alors en fait, ça commence par une trahison familiale. Oui, les frères Kellogg. La fameuse famille des céréales. On va dire qu'il y a un méchant et un gentil. Le gentil, Harvey, il voit que ses concitoyens mangent beaucoup trop de viande, des saucisses dès le matin, c'est pas possible, etc. Donc il leur dit, il faut manger des céréales. Et donc il va trouver un procédé industriel pour transformer les céréales, le blé, l'avoine, avec de l'eau, en flocons. Et ça marche très bien, les céréales de Kellogg's donc, se vendent très bien. Et Harvey part en voyage, en déplacement d'affaires, et son frère, le méchant Will, a l'idée, une idée géniale, diaboliquement géniale, de mettre du sucre, en se disant on va en consommer plus, on va en vendre plus. Et là, les ventes explosent. Et dès ce moment-là, l'industrie agroalimentaire, donc au niveau mondial, s'est mise à mettre du sucre de plus en plus et partout. Et encore une fois, en calculant comment on pouvait en mettre le plus possible avant l'écœurement, tout en sachant au fur et à mesure les conséquences pour la santé, parce qu'on parle d'obésité. Il y a 2 milliards de personnes en surpoids sur la planète, à peu près 600 millions d'obèses. En France, il y a 2 millions d'enfants qui sont en surpoids ou obèses. Le problème, c'est les maladies qui vont avec. C'est-à-dire qu'il y a tout un cortège de pathologies, maladies cardiovasculaires, diabète sucré. C'est la première cause d'amputation en France, le diabète sucré. Certains cancers. Voilà, c'est tout cela, l'industrie en est parfaitement consciente. Depuis les années 70, on sait ça. Et ce qui est fou, c'est ces dernières années, l'augmentation. Les chiffres sont effarants. En effet, on est à 879 millions de personnes obèses aujourd'hui. Ils étaient, on le voit, 150 millions en 1990. Le taux d'obésité, on le sait, a doublé pour les enfants. En effet, a été multiplié par 4. Enfin, pour les adultes, par 2, par 4 pour les enfants. Pourquoi les gouvernements
n'ont rien fait. Ils sont au courant, évidemment. C'est quoi? C'est les lobbying derrière, Oui, tout à fait. clairement. Comme souvent, ce sont les lobbies. Alors là, on arrive peut-être quand même à une Oui. prise de conscience. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience d'abord de l'opinion publique, quand même. Voilà. Il y a pas mal d'instruments, notamment Nutri-Score et autres, qui permettent aussi de voir la qualité nutritionnelle des produits qu'on consomme. Les gens sont beaucoup plus vigilants. Donc là, il y a quand même, moi, à mon avis, enfin, à notre avis, après l'enquête, on est un peu arrivé à la fin à une bascule, un peu comme avec les cigarettiers. Oui. À un moment donné, ça suffit, quoi. Voilà. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, hein, notamment sur la cigarette. On a vu la ministre interdire dans les parcs, dans les écoles et aux abords des écoles et sur les plages la cigarette. On tente en tout cas de contrer ce fléau. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Tahiti, on parlait de l'obésité. Au Mexique, c'est assez effarant. Devenu le plus gros consommateur de soda au monde, 160 litres par personne et par an. On baptise même les enfants au Coca-Cola. Au Mexique, il faut quand même dire qu'un litre de soda de coca, notamment, coûte moins cher qu'un litre d'eau. Tout vient de là, en fait. Depuis l'accord de libre-échange avec les États-Unis, l'eau en bouteille est devenue plus coûteuse pour les familles à un revenu modeste que le coca. Donc on consomme du coca encore plus que de l'eau. Et c'est ça aussi l'autre problème. Et c'est le cynisme d'ailleurs des industriels là-dessus est assez frappant. C'est que les produits, on le voit, il y a des enquêtes qui ont été faites récemment en France et ailleurs, en Europe, on voit que les produits les moins chers, les premiers prix, sont les produits les plus sucrés. Et là encore, où ont du sucre caché quand il s'agit de produits salés. Donc en fait, ce sont les plus pauvres, pour dire les choses clairement. C'est ça creuse les inégalités en fait sociales, parce que c'est vrai qu'une lutte anti-sucre, ça peut aussi provoquer une précarité nutritionnelle. On se rend compte que voilà, plus on est pauvre, plus on consomme du sucre. Il faut dire que la nourriture transformée va être moins chère à produire, donc son prix sera plus bas. Donc est-ce que c'est vrai quand les industriels disent enfin moins de sucre, ça veut dire que l'alimentation va augmenter? Paradoxalement, les industriels le disent d'ailleurs, ils le disent en gros qu'ils vont devoir augmenter les prix. En fait, le sucre est un formidable exhausteur de goût. On l'a vu, c'est un additif génial. Mais ça permet aussi de masquer des matières premières qui sont pas terribles, en fait, qui sont de mauvaise qualité, du mauvais gras ou d'autres. Donc, en fait, ils vont devoir effectivement monter d'un cran en qualité. Moins de sucre, ça veut dire que pour que les produits gardent une appétence, il va falloir augmenter la qualité des matières premières. Alors forcément, on parle des alternatives. Ces dernières années, notamment, sont apparus des nouveaux médicaments. Ces derniers mois, on en parle beaucoup. Ces médicaments anti-obésité, l'Ozempic, le Wegovy, qui font la une de l'actualité, il faut le dire. C'est très médiatisé, ça suscite un espoir, parce que c'est vrai que les pertes de poids sont quand même spectaculaires avec ces médicaments, mais c'est quoi? On remplace une addiction par une autre, finalement? Oui, à la fois c'est le meilleur et le pire. Effectivement, ils ont l'air très efficaces. Donc les pertes de poids sont considérables, donc l'effet sur la santé sur tout le système cardiaque et musculaire, etc., est formidable. Et effectivement, on remplace une addiction par une autre, puisqu'en fait, c'est des médicaments qu'on prend à vie. C'est un traitement chronique. C'est-à-dire que quand on s'arrête, c'est comme les régimes, on reprend? Ce sera ça, si on a un peu de recul sur la chose. D'après les événements qui sont sortis, ça agit directement sur le cerveau. Et en fait, ça ramène le sentiment de satiété à son niveau normal. Parce qu'en fait, les personnes qui sont en situation d'obésité ont perdu le sentiment de satiété. Donc le cerveau signale que là, ça suffit. Donc il est très très haut. Donc ça ramène en fait à un niveau normal le sentiment de satiété. Donc on fait qu'on mange moins en fait. Oui. Autre alternative, c'est l'aspartame. Alors c'est vrai qu'on en a. D'ailleurs, on en distribue parfois quand on a du sucre à côté, il y a de l'aspartame. On a cru vraiment que c'était une bonne alternative au fructose. En réalité, c'est peut-être pas vraiment le cas. L'OMS d'ailleurs l'a classé comme cancérogène pour l'homme. Possiblement. Alors c'est encore un peu controversé, les études sont très contradictoires encore sur l'aspartame, mais c'est pas forcément non plus la panacée parce que ça incite aussi, il y a un petit biais aussi psychologique, ça incite aussi à consommer du sucre. Enfin, ça n'enlève pas l'appétence pour le sucre puisqu'il y a un goût sucré. Et c'est ça aussi. Voilà, et toujours le sucre appelle le sucre. C'est toujours le problème. Alors j'ai essayé de faire quand même l'avocat du diable ce matin. C'est vrai que consommer avec modération, éliminer avec le sport. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose parfois aussi de génétique chez certaines personnes sur des prises de poids? Voilà, une question de morphologie, de génétique. Tout ça, est-ce que c'est possible de le contrôler aussi comme ça? De dire, bon, on peut quand même consommer un peu de sucre, mais il faut le faire avec modération, il faut faire du sport. Oui, consommer un peu de sucre. L'OMS recommande en fait 10 fois moins que la dose qu'on prend aujourd'hui. C'est de diminuer, quoi, finalement. De diminuer, en fait. Là, on est en surdose, en fait. On est vraiment en surdose. Mais bien sûr il faut continuer à consommer du sucre. Le sucre apporte de l'énergie au cerveau. Le cerveau a besoin de sucre. Mais pas dans les tsunamis de sucre qu'on a aujourd'hui. Et on n'est pas tous égaux génétiquement. Donc il y a des personnes qui sont plus sensibles. C'est pas une faiblesse de caractère, c'est juste qu'elles sont plus sensibles. Et donc on va avoir plus de mal à réguler ça. Et il y aura des effets plus forts sur leur poids. Et après, l'idée de faire du sport... Oui, mais quand on voit que par exemple pour une sauce sucrée, donc une sauce salade qui sera sucrée, il faut faire minimum 40 minutes de sport et pas marcher. Nager, courir, faire du vélo. Il faut vraiment faire beaucoup de sport pour éliminer tout le sucre. Vous avez eu des réactions, notamment des industriels,
à cette enquête publiée? Je suppose qu'ils n'aiment pas trop ça. Non, en général, c'est la meilleure réponse d'industriel, c'est de ne rien dire, en fait. Ouais. Comme ça, on n'en parle pas. On en parle peu. Voilà. Et les gouvernements? Non, pour l'instant, aucune. Il y a des gens formidables comme Serge Herzberg avec Nutri-Score qui ont fait des choses. Hein. Mais au niveau des ministères, c'est pas vraiment la priorité. Oui, on s'en empare parce que la taxe soda aussi, notamment, qui avait été mise en place. Poussée par Bercy. C'est vrai qu'il y a des donc il y a des choses qui sont mises en place. On le voit. On a eu notamment toutes ces publicités consommer 5 fruits et légumes par jour, consommer avec modération. Donc comme vous dites, il y a quand même une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à ce complot mondial, sucre, le grand mensonge. Donc voilà, c'est l'enquête en tout cas que vous publiez dans Oui Demain. Merci Olivia d'être venue nous en parler ce matin. Tout de suite, c'est la météo et évitez pas de sucre dans le café là, avant la matinale.